essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, nous attendons tous ta chronique dans le Journal de Montréal. Vive l'auto électrique. Il faut que tu prennes la défense par écrit de l'auto électrique quand même. On me l'a demandé, Richard, et j'ai donc signé ce texte qui vient de partir et qui sera dans le journal de demain, parce que là, ce tir groupé auquel Mario Dumont a rajouté sa voix ce matin me fait de l'urticaire, donc là, je n'en pouvais plus. Donc, vous lirez ça dans les pages du journal demain. Pour ceux et celles, parce que ce que je constate, Richard, dans les faits, là, c'est que oui, il y a des gens qui sont d'accord. Là, puis hier, je regardais les commentaires sous la chronique. Là, puis bon, j'avais quand même quelques détracteurs, je te dirais, là, mais quand même, il y a aussi une grande proportion de la population qui est soit propriétaire de véhicules électriques et qui aime son véhicule, ou qui aspire à en acheter, puis qui demeure convaincu que c'est la voie. Peut-être que c'est trop cher, peut-être qu'il y a plusieurs raisons. Mais encore une fois, je pense qu'on fait fausse route en essayant de décourager les gens là, de faire cette transition-là. Revenons sur la sortie de Mario. Lui, chialait contre son auto hybride. Est-ce que l'auto hybride, c'est le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes? Ben, plusieurs experts du domaine disent que c'est une bonne solution de transition, hein, notamment pour ceux et celles qui sont encore hésitants, qui font parfois un voyage plus long, qui veulent justement là, se garder l'option d'avoir un moteur à essence. Par contre, ce que ça fait, Richard, c'est que tu achètes l'auto, là, 4 roues, des sièges et tout ça. Tu payes 2 motorisations, là, tu comprends? Tu payes un moteur à essence avec une transmission avec ça, puis tu payes une batterie avec, tu comprends? Fait qu'ultimement, typiquement, c'est assez cher pour ce que tu as pour ton argent. Puis historiquement, les hybrides, là, j'en ai eu, moi, dans les premières, là, début des années 2010, ils avaient pas beaucoup d'autonomie. Là. Tu sais, certaines, les premières Prius, c'était juste que quand tu descendais une côte, ça rechargeait la batterie, puis quand tu partais, ça te donnait un petit boost au début. Maintenant, on a des hybrides branchables, mais beaucoup d'entre elles ont comme 20 km d'autonomie. Je pense que celle de Mario, elle a comme 40 km d'autonomie. C'est correct là pour aller au dépanneur, à l'épicerie, venir au studio, retourner à la maison. La plupart des jours, la plupart des gens ne font pas beaucoup plus que 40-50 km. C'est ce que les statistiques nationales montrent. Et puis, la fois que tu vas à Québec, ben tu pars, ton premier 50 km, il est gratuit, là, si tu veux, il consomme pas d'essence. Puis après ça, ben quand t'arrives à, je sais pas, là, Saint-Hyacinthe, là, ou Sainte-Julie, là, ça part, puis là, tu consommes de l'essence normalement. Fait que oui, ça peut être une technologie de transition, mais je continue d'être convaincu, Richard, que la voie de l'avenir, puis sur les 10 prochaines années, la direction, c'est vraiment la pleine électrification des transports automobiles au Québec. Finalement, Puis, l'hybride, c'est un peu comme le vapotage. C'est une transition vers... tu sais, quand tu veux être sevré, mais de façon tranquille, tu lâches la cigarette, tu vas par le vapotage et après ça, tu arrêtes de fumer. Si je me fie à ce qui était dans le journal aujourd'hui, non, c'est une transition vers la SQDC, en fait, qui d'ailleurs a annoncé des profits records, 12% d'augmentation des ventes à 720 millions de dollars. C'est quand même extraordinaire. J'avais l'intention d'être en studio, Richard, puis de faire comme Elon Musk avec Joe Rogan, là, de proposer qu'on fume un gros joint en studio. Je suis pas sûr que Dominique Plamondon et compagnie auraient beaucoup aimé ça, mais bref, blague à part, c'est légal, puis clairement, la business du cannabis fonctionne très bien. Je suis quand même surpris, Richard, parce que je pensais que, tu sais, ça fait quand même quelques années là, que c'est légalisé. Je pensais qu'on avait comme atteint un plafond. Là, tu sais, je suis très surpris que 12% de plus de cannabis a été vendu à la SQDC cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est parce que les gens fument beaucoup plus ou est-ce que c'est parce que potentiellement c'est du marché noir qui graduellement continue de transiter, pourrait-on dire, vers le marché légal, taxé tout ça. J'ai pas malheureusement réussi à obtenir ces détails-là. Là. Et selon toi, est-ce que c'était, lorsqu'on regarde en arrière, est-ce que c'est une bonne idée de légaliser le pot? Ah, moi, je m'en cache pas, là. Je pense que toutes les drogues devraient être légalisées, là. Tu sais, c'est un peu extrême peut-être, mais tu sais, quand on regarde ça dans le marché noir, qu'est-ce qu'on fait? C'est les gens vont continuer à consommer de la cocaïne, puis de l'héroïne, puis de la mescaline, puis you name it. Puis quand tu mets ça dans le marché noir, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que tu crées du crime organisé, tu crées des gens qui s'achètent des fusils, puis qui se font des petites crosses, puis qui sont dans l'économie en liquide, puis qui payent pas d'impôts, puis tout ça, puis tout ça. Fait que tu sais, bien sûr, là, je suis loin de penser que
François Legault va se mettre à vendre de la cocaïne demain matin, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Juste Ouais. philosophiquement, on devrait ramener ça dans une logique où c'est d'une certaine façon légalisé, certainement décriminalisé. Tu sais, c'est souvent beaucoup des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance. Fait que tu sais, les gens qui sont pris avec ça, si tu rajoutes de la criminalité, le volet criminel, pour Ben moi, oui. ce n'est qu'ajouter à l'injure. Donc, en fait, oui, j'étais très favorable. Puis d'une certaine façon, tu sais, au final, ça permet d'engendrer des recettes pour l'État, tu sais, de créer de l'emploi légitime avec des gens qui ont des assurances puis qui payent des DAS puis tu sais tout ça. Moi, je ne vois que du bon là dans la SQDC, même si j'ai été critique d'eux au départ. Les premières années étaient chaotiques, ça semble bien rouler maintenant. C'est quoi, c'est un compagnon d'intelligence artificielle dans le cou? C'est quoi ça? Ben, OpenAI, là, la compagnie derrière ChatGPT, puis l'ancien designer des Apple, Jonathan Ive, là, qui a vraiment Mhm. conçu là, tu sais, le MacBook en aluminium, le iPhone, là, tu sais, vraiment un designer là, très OK. minimaliste, là, très bien, très connu dans le milieu. Et ils se sont associés donc à OpenAI et Jonathan Ive pour proposer une nouvelle technologie qui est un petit cossin, là, une petite boule blanche, un petit rectangle blanc que tu porterais un peu dans ton cou au bout d'une genre de chaîne puis qu'en fait, il serait un genre d'assistant vocal. Tu y parlerais toute la journée, il t'écouterait toute la journée, puis il pourrait te répondre des affaires, genre comme ton meilleur ami que tu porterais dans ton cou. Je sais pas, t'es peut-être un petit peu plus vieux que moi, Richard, tu te rappelleras pas des Tamagotchi, peut-être, là, mais peut-être Oui, que oui, tes oui. enfants ont eu ça, là, tu sais, c'était Ben un genre de oui. petite machine électronique, là, tu y donnais à manger. Mais là, cette idée que tu vas être connecté en permanence au nuage de OpenAI qui vont entendre tout ce que tu dis et qui va être ton nouvel ami, donc qui vont te répondre, qui vont interagir avec toi tout au long de la journée. Tu sais, déjà le fléau des gens là, qui écoutent leur téléphone à tue-tête dans l'autobus et tout ça, ben là, tu aurais des gens qui se parleraient à eux-mêmes, là, puis qui recevraient des petits conseils de psychologie 101 répétés par ChatGPT. Je suis très opposé là, à l'introduction de ces produits-là dans Ben, l'espace mais c'est public, du quoi? moins. Ça va Euh, pogner. Je suis convaincu que ça va Ouais. pogner. Qu'est-ce que t'en Tu vas t'en penses? acheter un, toi, Richard? Non, Moi, pas en c'est, tout. moi, c'est, tu sais, je te dirais que j'ai une Apple Watch, là, puis j'ai déconnecté tous les indicateurs. Tu sais, elle vibre jamais, ma montre, elle me donne l'heure, tu comprends? Puis elle me dit combien de dodo j'ai fait. Mon téléphone, il y a pas vraiment. Fait que moi, d'avoir un truc que je porte à proximité de ma bouche, de mes oreilles, puis qui interagit avec moi à longueur de journée, je trouve ça, c'est une invasion totale. Puis, tu sais, on parle beaucoup de sécurité de nos Mais données, etc. T'imagines un truc qui t'enregistre à longueur de journée, que tu l'enlèves-tu quand tu fais l'amour, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça se peut plus, là. Je veux dire, faut créer des espaces de confidentialité, de liberté qui sont pas connectés à des réseaux entreprises américaines en plus. Fait que pour moi, non, c'est pas la voie écoute, à suivre. j'ai un ami qui est animateur radio à Québec. Et à un moment donné, il y a eu un problème d'œil, OK? Son œil coulait, il est allé voir son médecin, puis son médecin, il a produit, il a prescrit un truc, là, bon. Puis il rentre chez lui, et là, il y a des publicités de ça, de produits similaires qui apparaissent. Et là, il dit, ben, écoudons, c'est quoi? Puis il dit, c'est-tu mon cellulaire qui a écouté ma conversation avec le médecin? T'imagines si tu avais une affaire comme ça, il pourrait savoir Et quels sont tes goûts dans tout, là. ben, c'est comme l'excellent film Minority Report là, Oui. que tu as certainement vu de nombreuses fois si tu es comme moi, dans lequel il y a tout le volet, bon, le rapport, là, puis les espèces de precogs. Mais moi, une des scènes qui m'a marqué, Richard, c'est quand il marche dans les couloirs de l'aéroport ou du métro. Chaque individu qui marche se voit projeter des publicités qui lui sont adressées de manière préférentielle en fonction de ses besoins ou de ses patterns de consommation. Je trouve ça terrorisant, genre, de vivre ça. C'est déjà un peu le cas avec Facebook, hein. On se fait avoir. J'arrête pas d'acheter des running shoes, des Lego, des casquettes en raison du ciblage. Mais imagine si tu le portes dans le cou. Je sais pas, je trouve ça terrorisant, personnellement. Alors, Kill the Bill, Musk est enragé contre son ancien best friend. C'est fou cette affaire-là. Ça a fait pas une semaine que Elon Musk a quitté l'administration Trump là, après ses 130 jours à la tête du Department of Government Efficiency et il est dans une campagne agressive contre Donald Trump. Et là, il dit appelez vos sénateurs. Genre, il fait une campagne activiste contre le Big Beautiful Bill. Et là, il est parti sur une idée de kill
kill the bill. C'est pas juste faire des amendements, Ah. il faut tuer ce projet de budget. Et il a même mis, ceux qui nous regardent, une image là, du fameux film Kill Bill Bill? sur Twitter, là, puis à ses dizaines de millions d'abonnés. Il propage cette idée que il faut cesser là, cette idée d'ajouter au déficit budgétaire américain. Il y a une analyste qui a regardé les commentaires, là, c'est un peu anecdotique, mais sous une publication de Fox News, et apparemment, les auditeurs de Fox News, tu sais quoi, ils soutiennent Elon Musk dans cette croisade-là. Donc, Ah il y a oui. quelque chose de vraiment bizarre là, qui est en train de se passer dans l'axe républicain Musk-Trump, et je pense que M. Trump va perdre des plumes s'il s'entête avec ce projet de loi qui, effectivement, engendre des coupures d'impôts importantes pour les riches, tout en sabrant dans Medicaid, là, les programmes sociaux pour les moins nantis, et qui au final génère là, des déficits qui pourraient se chiffrer à 3-4 billions de dollars sur les 10 prochaines années. C'est hors de contrôle. Puis pour une administration qui a été élue avec cette Oui. espèce de slogan de limiter le rôle de l'État, son empreinte, avec le projet Doge qui était de réduire la taille de la dépense, là on est à l'opposé. Puis ce qui est particulier, Richard, c'est que tous les experts, le bureau du budget, etc., tout le monde s'entend pour dire qu'il va y avoir des déficits majeurs, mais l'administration Trump est dans le déni. Caroline Leavitt dit qu'ils n'ont pas les bons faits. Mais tu sais, le bureau du budget parlementaire n'a pas les bons faits. Ron Paul n'a pas les bons faits. Elon Musk n'a pas les bons faits. On revient aussi à ces histoires de faits alternatifs, tu te rappelleras, qui avaient été popularisés là, lors de la première administration Trump. C'est-à-dire qu'on ne débat même plus sur, tu sais, on ne s'entend même plus sur ce qui est la vérité. Fait que, tu sais, comme, moi, je veux bien déficit ou pas déficit, on peut le débattre, mais là, on s'entend même plus sur les chiffres eux-mêmes, ce qui est un peu absurde. Bref, ça va mal finir tout ça, Richard, je te le dis. Et l'explosion est peut-être imminente, donc à suivre dans les prochains Et jours. d'après moi, Tarantino va réagir parce qu'il sera pas content qu'on utilise son film à des fins Ah ben là, politiques. D'après je moi. suis pas sûr que ce soit un grand fan de Donald Trump, Quentin Tarantino, par exemple. Je perdrais un petit pari là-dessus. Merci beaucoup, Francis. À demain. Bye. À demain.